Bien, merci beaucoup. Merci Alain, merci à toutes et à tous. Euh, j'ai pris quelques notes évidemment pour préparer un peu ce que j'avais souhaité vous dire. Je me souviens de ce qu'on raconte dans les camps de la mort, dans les camps nazis de la mort. Euh, un des prisonniers, peut-être plusieurs, avaient été pendus lors d'une cérémonie publique et tout le monde était présent et quelqu'un a hurlé « Mais il est où Dieu ?» Et un autre a dit en montrant les pendus « Il est là ». Voilà, donc évidemment, puisqu'on parle pardon, je suis retourné à nos textes, à Luc verset 3, « Si ton frère a péché contre toi, reprends-le, s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui, s'il a péché contre toi 7 fois dans une journée, et que 7 fois il revienne et dise j'ai eu tort, tu lui pardonneras. » Et évidemment, je pense très souvent à Jésus sur la croix, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et je suis toujours très, très sensible à ce brigand. Ce brigand. Nous recevons, nous, ce qu'on mérite. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Et Jésus qui lui répond, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. On peut être un criminel, demander pardon et être pardonné. Sans oublier évidemment le Notre Père que nous récitons. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et puis, pour préparer ce moment, j'ai retrouvé ce livre que j'aime beaucoup de Simon Wiesenthal, commenté par plusieurs auteurs et dont Lita Bassé. Ce livre m'avait été prêté lors de mon premier procès à Arusha, dont je vous parlerai. Et à ma grande surprise, quand j'ai voulu acquérir ce livre sur Internet, j'ai vu que Thierry Lhermitte en faisait une lecture à Paris, tout dernièrement au Théâtre Antoine, et nous sommes évidemment allés écouter ce témoignage totalement bouleversant. Je vous le rappelle, Simon Wiesenthal, juif, prisonnier, est appelé un soir au chevet d'un jeune Allemand qui va mourir et qui lui dit « Je souhaiterais demander pardon aux Juifs car j'ai fait des choses atroces. » Et Simon Wiesenthal reste auprès de lui mais ne lui accordera pas le pardon au nom des Juifs. Et toute sa vie, il se demandera s'il a bien fait ou mal fait. C'est le thème extraordinaire de ce livre que je ne peux que recommander. Voilà, alors moi, le pardon, dans ma vie d'avocat, je l'ai rencontré d'abord et beaucoup à Tahiti. C'est un peu ça que je souhaitais vous faire partager ce soir, cette curieuse aventure qui m'est arrivée à partir de 1979, où je suis devenu un habitant du Pacifique, presque. J'arrive en janvier 1979 dans cette colonie française. Je découvre pour ma part la première fois ce qu'est une colonie française. Vous faites toujours d'ailleurs 24 heures d'avion et vous voyez à l'arrivée à l'aéroport flotter le drapeau français. Vous dites mais il y a un problème déjà là. Là, il y avait un groupe de jeunes tahitiens qui avait décidé de tuer gratuitement, je dirais, un blanc, un popa, comme on le dit, pour protester contre les essais nucléaires de la France dans le Pacifique. Et ils avaient besoin d'avocats et nous y allons avec Jean-Jacques de Félix, qui a été mon maître, et Michel Tuviana. Pour ma part, jusque-là, je n'avais défendu que des objecteurs de conscience, les paysans du Larzac, dont des gens qui utilisaient la non-violence, et me voilà en train de défendre des personnes qui ont
tué, j'allais dire gratuitement, mais ce n'était pas vraiment gratuitement, mais en tout cas un blanc qui n'avait rien fait d'autre que d'être à Tahiti, comme beaucoup d'autres, pour profiter de la vie que lui offrait cette expatriation. Je rencontre très vite le pasteur Henri Vernier, que certains d'entre vous ont connu, Henri Hirault, un Tahitien militant contre le nucléaire, et évidemment notre ami John Doom, secrétaire général de l'Église évangélique. Et puis je vais à la prison dite de Nutania, et nous rencontrons nos clients, des jeunes essentiellement, rien à voir avec des terroristes chevronnés et politisés. Ils sont jeunes et ils pleurent leur pays, meurtri par les essais nucléaires et par l'argent de la bombe qui pollue toute la société. Au procès, ils auront cette expression terrible. Ils diront, le lagon, c'est comme notre mère, c'est ce qui nous nourrit. Quand vous faites exploser votre bombe dans le lagon, c'est comme si vous faisiez exploser la bombe dans le ventre de notre mère. Et ce n'est pas seulement une image, c'est bien ainsi qu'ils le vivent. Alors, pendant les 15 jours que va durer ce procès, je me suis mis à l'écoute. Je ne connaissais pas ce pays, je ne connaissais pas ses habitants, je ne connaissais rien. Je me suis plongé dans une extrême attention. Je rencontrais hors audience tous ces militants locaux qui luttaient contre les essais nucléaires. J'essayais de comprendre de l'intérieur cette tragédie. Et la veille de ma plaidoirie, dans ce petit hôtel où nous étions avec Jean-Jacques de Félix et Michel Tubiana, j'ouvre ma Bible et je lis Job 7, verset 23. Pourquoi ne pardonnes-tu pas ma transgression et n'oublies-tu pas ma faute? Et je décide un peu, je dirais au dernier moment, de plaider sur le pardon. Ceux qui m'ont entendu disent que j'étais dans un état un peu, je sais pas. Enfin bon, j'ai jamais retrouvé ça. Et donc j'ai effectivement dit au juge, nous devons leur pardonner avec la conscience que nous avons tous besoin d'être pardonnés pour ce que notre pays fait dans ce territoire. Je plaidais devant des juges qui étaient l'expression qui composait la cour criminelle. Il n'y a même pas de cour d'assises. On plaidait encore devant l'ancienne cour criminelle. Les jurés étaient des notables. C'était comme ça dans le temps et c'était comme ça encore à Tahiti à cette époque-là. Donc, tous ces gens étaient l'émanation d'un pouvoir colonial, lui-même responsable de la colonisation nucléaire qu'il évidemment soutenait. Le général de Gaulle avait dit aux Polynésiens, j'ai tellement aimé la Polynésie que j'ai décidé de leur offrir le centre d'expérimentation nucléaire. Mais quel cynisme! Et nous étions au milieu de ça. Alors, comment plaider autre chose que ce pardon que l'on doit accorder en ayant la conscience profonde que nous avons d'abord à nous faire pardonner. Il y a eu bien sûr condamnation, pourvoi en cassation et l'affaire est repassée devant la cour d'assises de Versailles. Nous avions fait à l'époque, avec quelques amis, nous avions décidé de faire un film que nous avions appelé Tahiti derrière le rideau de fleurs parce que nous pensions bien que les jurés de Versailles ne connaîtraient rien de Tahiti sauf ces images de colliers de fleurs et nous voulions leur montrer cet autre visage. Alain, tu te souviens certainement que j'ai été venu, grâce à toi, présenter ce film dans le temple de Mende. Là, la cour d'appel Versailles diminuera un petit peu les condamnations et nos jeunes clients termineront leur peine de prison en France avant de repartir à Tahiti. Je veux évoquer aussi, toujours à Papeete, le pardon qui fut au cœur d'un autre procès complètement différent. Vous avez peut-être entendu parler de cette affaire dite les bûchers de Faïté.
dans une toute petite île de Tahiti. Ça se passe plusieurs années plus tard. Deux prêtresses, membres du mouvement charismatique, vont sur cette île. C'est un atoll. Et un atoll dans le Pacifique, le point le plus haut est à quelques mètres au-dessus de la mer, pas plus. Et ces femmes viennent sur cette île, qui était une île très croyante, avec une église catholique au cœur du village. Et elle leur dit, repentez-vous, le démon est sur l'île, et si vous ne vous repentez pas, votre île va être submergée. C'est quelque chose qui parle quand on dit ça à des habitants des atolls. Et elles s'en vont. Et très vite, les habitants, qui sont vraiment des braves gens, c'est vraiment ce qu'on peut dire, sont pris d'un délire mystique. Certains d'entre eux disent aux autres, je suis possédé par le démon, il faut m'exorciser. Ils vont s'exorciser les uns les autres, se jeter dans le feu. 6 personnes vont décéder, 48 heures de folie. Évidemment, la justice s'en empare, ça vient devant la cour d'assises, ça aussi, de Papeete. Je demande à notre ami Michel Ripstein, que beaucoup d'entre vous ont connu, de venir témoigner devant les jurés de Tahiti de ce qu'on appelle un délire en secteur. Nous plaidons l'acquittement, sachant que nous ne pourrons pas véritablement l'avoir, mais oui, là aussi quand même, les jurés ont tenu compte de cette situation tout à fait particulière, de ces gens qui demandaient pardon à leurs victimes, bien entendu. Voilà cette deuxième grande affaire, je dirais, qui m'a confronté à la justice et au pardon. Et quand j'allais voir mes clients, j'étais 20, je crois, à la prison de Nuntania, toutes les visites commençaient par la prière et se terminaient par la prière et par des hyménées, ces chants, ces cantiques tahitiens, toujours aussi bouleversants. Et puis, de là, je suis allé travailler en Nouvelle-Calédonie. Plus de 20 ans d'accompagnement, de douleur, d'injustice faite à tout un peuple pour lequel je continue aujourd'hui encore à travailler. Pareil avec les mêmes confrères, nous décidons, après ces terribles événements en Nouvelle-Calédonie, de créer un collectif de défense que le procureur sur place appellera la division blindée de la défense, pour venir en soutien à notre confrère Gustave Théot, le seul avocat à Nouméa qui acceptait de défendre les militants kanaks. Avec le soutien du Conseil œcuménique et de Jacques Maury, puis Jacques Stewart, nous organiserons des rotations en Nouvelle-Calédonie pour défendre des militants du FLNKS. Il y en avait plus que 100 à la prison à une certaine période. Nous avons aussi été, à cette époque-là, les avocats des familles de Jean-Marie Tchibaou. Souvenez-vous, cette embuscade pendant les tristes événements dans la tribu de Tiendanit, où 10 Kanaks vont être froidement assassinés par des Caldoches, dont 2 frères de Jean-Marie Tchibaou, une tribu entièrement décimée. Nous serons partie civile à ce procès et les auteurs seront acquittés. Pas de question de pardon. Encore aujourd'hui, j'ai vu que des démarches sont tentées auprès des auteurs survivants pour essayer de voir s'il n'y aurait pas une possibilité pour eux de venir demander pardon. Mais voyez, on est plus de 20 ans après et ça n'est pas encore prêt. Après ce dramatique acquittement, dramatique pour évidemment la justice, pour les Kanaks qui le vivront douloureusement, il y a eu UVA. Il y a eu UVA, souvenez-vous, on est au moment des élections présidentielles en France et on essaye d'imposer, Bernard Ponce essaye d'imposer un statut à l'occasion de ces élections. Bernard Ponce, je vous rappelle, quand il arrive au pouvoir, on est en 1986, au début de la première cohabitation, et un de ses premiers mots, le FLNKS, un carteron de terroristes, on va leur serrer le kiki.
c'est dans ces conditions que nous travaillions à cette époque-là. Et donc, UVA, le drame d'UVA, les militants Kanak qui disent que non, on ne va pas leur imposer de voter pour un statut en même temps que les élections. Ils vont à la gendarmerie, ils pensent de manière non violente pouvoir retenir les gendarmes et hisser le drapeau kanak à la place du drapeau français. C'était ça qui était prévu et organisé. Ça dérape. 4 gendarmes vont être tués et les Kanaks, un peu débordés par ce qui se passe, vont faire prisonnier tous les autres gendarmes et les amener dans, vous le savez, 2 endroits différents, dont la fameuse grotte dans laquelle ils vont les tenir prisonniers pendant plusieurs semaines, plusieurs jours plus exactement, et jusqu'au jour où, entre les 2 tours de l'élection présidentielle, Bernard Pons, toujours lui, va ordonner l'assaut de la grotte par ce sont des souvenirs terribles. Des Kanaks seront froidement assassinés après cet assaut, etc., etc. Voilà. Vous savez qu'après ça, s'est tenue cette mission de dialogue à laquelle a heureusement participé Jacques Stewart, initié par Michel Rocard, et qui débouchera bien heureusement sur les accords Matignon. Mais qu'est-ce que l'on allait faire pour ces gens qui étaient prisonniers? Heureusement, en même temps que les accords Matignon, Jean-Marie Tjibaou avait demandé, voire imposé, qu'il y ait une amnistie. Et comme il y avait de la part des gendarmes et militaires des actes aussi qu'on peut qualifier d'actes de crimes de guerre, ça a facilité une amnistie des 2 côtés qui n'était pas simple, mais qui a fait qu'on a pu obtenir la libération de tous les militants kanaks. Mais ça n'était évidemment pas terminé. 10 ans après, grâce au pasteur que tu as bien connu, Alain Tchako, et un prêtre, Roch Apikawa, il est décidé d'essayer de faire des coutumes de pardon et de réconciliation avec, autour de l'assaut de la gendarmerie, c'est-à-dire avec les militaires. Et cela se fait à la gendarmerie même où s'étaient passés les événements. Un magnifique témoignage à ce moment-là de la maman d'un gendarme qui envoie à l'occasion de cette cérémonie un fax. Je vous le lis. Les larmes d'une maman de gendarme ne sont pas différentes des larmes des mamans de ceux qui sont tombés dans la grotte d'Ouvéa. C'est aussi ça, le pardon réciproque, que l'on va donner et recevoir à la gendarmerie de Fayaoué. Et puis, vous savez que 1 an après les accords de Matignon, Jean-Marie Tjibaou, Yewene seront assassinés à Ouvéa. Nous sommes en 1988. Là aussi, il faudra du temps. Il faudra du temps pour que des cérémonies de pardon et de réconciliation adviennent. Le journal Le Monde a fait un très, très bel article qui raconte cette cérémonie de pardon qui a été un long, long chemin. Je me souviens à l'époque d'en avoir parlé avec Marie-Claude Tjibaou qui me disait « François, les enfants ne sont pas prêts et je ne peux pas le faire tant qu'ils ne sont pas prêts ». Et puis, là aussi, grâce notamment au père Apikawa et au pasteur Tchako, ce chemin s'est fait. Ce chemin s'est fait, et je vous lis un extrait de ce qu'a dit un des fils de Marie-Claude Tjibaou, Emmanuel. « J'ai vu ce jour-là la pelouse de la chefferie se gorger de sang, Aïzik à genoux, venant d'Ouvéa, et l'ensemble des clans de Gossana
toujours ouvert, présent à cette coutume, avaient tous dans mon esprit les pieds imprégnés de ce sang qui empourprait la pelouse. Ensuite, au fil de la cérémonie, à l'image d'une mer qui reflue, le paysage m'est réapparu d'un vert éclatant, comme après une grosse pluie. C'était une renaissance, nous étions libérés. Je ne saurais trop vous recommander un film exceptionnel qui a été fait, qui s'appelle Chibaou le pardon, que vous pouvez trouver sur Vimeo et commander. Je n'ai jamais rien vu d'aussi puissant sur le pardon. Je cite souvent Nelson Mandela. Le possible paraît impossible jusqu'à ce qu'il se réalise. Alors, peut-être dire encore qu'après ça, les trois mamans, comme elles s'appelaient, Marie-Claude Chibaou, la veuve de Yewene Yewene et la veuve de l'assassin de leur mari, donc de Djoubéa, sont venues en France témoigner de ces coutumes de pardon et de réconciliation. Nous-mêmes, à cette époque, nous faisions tous les ans la transhumance avec un de nos amis bergers, Bernard Grelier. Nous marchions sur les chemins millénaires suivis par les troupeaux en Cévennes au milieu des genêts. Et les trois mamans sont venues témoigner de ce chemin de pardon et de réconciliation et elles ont poursuivi ce chemin jusqu'au Larzac dans une très, très belle cérémonie. Voilà ce dont je voulais témoigner sur ce que m'inspire le pardon, la justice en ce qui concerne le Pacifique. Après, il se trouve que, après ou concomitamment, que j'ai commencé à travailler en Afrique, notamment au Burundi. Et après que le Burundi ait explosé quelques mois avant le Rwanda, il nous est venu j'ai été consulté par des Burundais qui m'ont dit il faut faire quelque chose pour mon pays. Il m'est venu à l'idée de refaire une mission de dialogue. Et comme celle qui avait été en Nouvelle-Calédonie, j'ai appelé Jacques Stewart en lui disant est-ce que tu en serais? Oui, bien sûr. J'ai appelé Marie-Claude Chibaou de l'autre côté de la terre. Marie-Claude, oui, bien sûr, quand nous avons eu besoin de vous, vous êtes venu, je viens. Stéphane Essel et d'autres. Alidou Ouedraogo, Laïti Kama. Et donc, nous avons fait cette mission de dialogue auprès des Burundais pour essayer de renouer en effet les liens du dialogue. Quelque temps après, j'ai commencé mon travail dans la justice pénale internationale. C'est-à-dire que j'ai été nommé commis d'office, comme on le dit devant ces tribunaux, pour défendre des gens accusés des pires crimes. Et plusieurs personnes qui me connaissaient s'en sont étonnées. Comment toi, l'avocat des non-violents, tu peux défendre des personnes accusées des pires crimes? Ma réponse est toujours la même. Tout homme accusé a le droit d'être défendu et je serai toujours à côté de lui. Non pas pour raconter n'importe quoi, non pas pour trahir la vérité, mais pour accompagner quelqu'un qui est devant des juges. Il se trouve que le premier accusé que j'ai défendu, c'était un ancien maire, un bourgmestre d'un petit village. Très vite, avec mon co-avocat, comme on dit, qui était un avocat mauritanien, très vite, nous avons eu la conviction, pas le sentiment, mais la conviction que cette personne était innocente. Bien sûr que nous comprenions que les victimes de cette tragédie, un génocide c'est plus qu'une tragédie, nous comprenions que les victimes voulaient des coupables. Mais la justice, c'est aussi de faire la part des choses. Et donc, nous sommes allés sur le terrain à plusieurs reprises. Nous sommes allés faire nos enquêtes, puisque cette procédure permet aux avocats de faire leurs propres enquêtes. Nous avons demandé aux juges de venir eux-mêmes au Rwanda, ce qui était la grande première, un déplacement de ce tribunal venant sur place au Rwanda. Et nous avons plaidé. J'ai plaidé en me souvenant de ce très beau film, La liste de Schindler,
Et cette parole d'une des personnes que Schindler avait sauvées en Allemagne, Schindler se plaignant d'en avoir sauvé si peu, et un des rescapés lui disant qui sauve une vie sauve l'humanité. Oui, Ignace Bagichema, que j'ai eu l'honneur de défendre, avait sauvé des vies. Une sœur protestante hollandaise. J'ai trouvé ça incroyable dans ma vie qui, moi, après passer 9 années dans ce beau pays de la Hollande, j'étais loin d'imaginer à cette époque-là, sœur Anke d'un couvent protestant de cette petite ville que j'étais allé interroger comme témoin, m'a dit: votre client n'est pas coupable. Votre client a fait tout ce qu'il pouvait pour sauver des vies, il n'est pas coupable. Ma sœur, est-ce que vous viendriez le dire au tribunal? Absolument. Et je pense que son témoignage a été déterminant. Ignace Bagichema a été acquitté. C'est aussi ça le rôle de la justice, de dire que même quand on est Hutu, dans un pays où beaucoup de Hutus ont tué des centaines de Tutsis, tous les Hutus n'étaient pas responsables ni coupables de génocide. Ignace Bagichema en faisait partie. Après, dans ces juridictions internationales qui fonctionnent beaucoup, trop à mon goût d'ailleurs, selon le droit de la common law, on peut faire des plaidoyers de culpabilité. Il se trouve que je suis désigné après pour défendre un accusé, puis un autre, et très vite je me rends compte qu'on n'est pas dans la même configuration, que ce ne sont pas ni l'un ni l'autre des génocidaires au sens où ils ne sont pas allés comme d'autres prendre les armes pour tuer. J'avais des témoignages terrifiants. Je me souviens dans la première affaire justement d'un pasteur qui voyait des hordes de tueurs passer devant chez lui, dont certains de ses catéchumènes, et il leur disait: mais qu'est-ce que tu vas faire, pasteur? On va tuer et après on viendra demander pardon à Dieu. Non, mais c'était quand même ça le Rwanda. Donc ces deux accusés suivants, je vois bien qu'ils n'ont pas pris la tête de tueurs, ils ne sont pas des grands génocidaires, mais ils n'ont peut-être pas fait ce qu'il fallait pour empêcher les tueurs. L'un était un conseiller municipal, c'est-à-dire qu'il avait un rôle social qui aurait pu lui permettre de faire quelque chose. L'autre était un chef d'entreprise. Voilà, donc j'ai fait un chemin avec eux, pour, surtout avec le premier, pour leur dire: écoutez, peut-être c'est quand même pour votre pays, c'est quand même mieux de reconnaître ce que vous auriez dû faire et que vous n'avez pas fait. Et nous avons fait ce chemin avec lui qui a donné lieu à un très, très beau film qui a été fait par le tribunal d'Arusha qui s'appelle Sur les chemins de la réconciliation. Juste une anecdote pour cet accusé. Quand j'ai commencé à être son défenseur, où il niait tout en bloc, il marchait avec des béquilles. Le chemin avec lui a duré 2 ans pour arriver à ce qu'il accepte de reconnaître sa responsabilité. Le jour où il s'est agi pour lui de s'avancer à la barre des témoins pour aller reconnaître sa responsabilité, il a laissé tomber ses béquilles. Il s'est mis debout, comme un homme. Voilà. Voilà. Et puis, je veux enfin vous dire quelques mots sur cet autre accusé que j'ai défendu devant le tribunal pour le Cambodge. Duk, responsable de milliers de morts dans cette sinistre prison que l'on appelle S21, aujourd'hui transformée en musée. Quand j'arrive au Cambodge, Duk me dit: je reconnais ma responsabilité, mais je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Il a fallu que je fasse un travail avec lui pour lui expliquer que depuis Nuremberg, l'obéissance aux ordres n'est pas une excuse absolutoire, éventuellement une circonstance atténuante. Il a fait ce chemin. Il a fait ce chemin. Et j'avais demandé au juge, c'était un juge d'instruction français. Là, nous étions dans une procédure beaucoup plus proche de notre procédure française. Et avec l'accord de Duk, j'avais demandé au juge que l'on organise une reconstitution sur les lieux. Est-ce que vous vous rendez compte
la justice pénale internationale que l'on critique souvent, 30 ans après, elle ramène sur les lieux de ces crimes un des accusés entre deux gendarmes. Comme disait Carla Del Ponte, une ancienne procureure devant les tribunaux pénaux internationaux, la justice est lente, mais elle est patiente. Et donc, Duc est venu à cette reconstitution. Il m'avait demandé à pouvoir s'adresser aux victimes. Il m'avait adressé un texte. Moi, je faisais de la navette entre la France et le Cambodge. Et quand j'étais à mon bureau au Cambodge, Duc m'envoie son projet de texte qu'il termine en disant « Je vous demande pardon ». Je lui retourne son texte par l'intermédiaire de mes assistants qui, eux, restaient au Cambodge. Et je dis « Duc, ce que vous avez fait n'est pas pardonnable à vue humaine. Trouvez autre chose. » Et je le laisse se débrouiller. Et à la reconstitution, il lit son texte aux victimes qui sont présentes et il conclut. Je vous demande pardon. Je ne vous demande pas de me pardonner, mais de laisser la porte ouverte. Et là, il y a deux des victimes, elles étaient trois, qui demandent la parole au juge. Messieurs les juges, ce sont les mots que j'attendais depuis 30 ans. Je suis en paix maintenant. La justice fera ce qu'elle doit faire, mais moi, je suis en paix. Voilà ce dont je voulais témoigner sur ce que peut faire la justice, et notamment la justice pénale internationale dont on parle beaucoup aujourd'hui. Vous verrez, si ça vous intéresse, il y a eu un très très beau film qui a été fait sur l'affaire de Duc, qui s'appelle Le Khmer Rouge et le non-violent. Puis il y a les films de Ricky Pan sur S21. Je me souviens de François Bizot, un Français ancien détenu de Duc, qui était venu témoigner au procès et qui avait dit « Messieurs les juges, depuis que j'ai vu l'homme derrière le bourreau et qu'il me ressemble, je ne m'en sors plus. » Et j'avais avec moi un livre qui a été écrit à propos effectivement de cette sinistre prison S21. Et on y cite Zygmunt Bauman, qui a fait une déclaration extrêmement humaine, mais néanmoins déconcertante. L'information la plus effrayante, disait-il, tirée de l'Holocauste et de ce que nous avons appris de ses auteurs, n'était pas la possibilité que cela pouvait nous être fait, mais l'idée que nous puissions le faire. Quand je défendais Duc, j'avais demandé à rencontrer un pasteur, j'oublie son nom, qui avait été aumônier, certains d'entre vous verront qui c'est, qui avait été aumônier à la prison de Spandau. Et je lui lis ce passage et il a cette réflexion et il dit, est-ce que il avait passé des heures et des heures avec Spire et d'autres, et il me dit, mais est-ce que j'ai vu le bourreau derrière l'homme? C'est pas inintéressant non plus. Est-ce que j'ai vu le bourreau derrière l'homme? Vous parlez, et juste en conclusion, ce que peut faire la justice dans ces drames est majeur. Oui, on parle des commissions vérité et réconciliation qui sont extrêmement importantes, mais ça n'est pas encore la justice. La justice, on l'a dans un procès, et je dois dire, on en parlera tout à l'heure si vous voulez, dans un procès à la française. C'est-à-dire dans un procès où vous allez avoir un président qui cherche la manifestation de la vérité. Et je veux juste vous donner l'exemple de ce procès qui s'est tenu à Paris dernièrement, qu'on appelle le procès V13, qui est celui des attentats de Paris. Un magistrat, Denis Salas,
a publié une tribune dans Le Monde qui disait « Au fracas des armes, le procès oppose un espace de parole ». Eh bien oui, au procès des attentats de Paris, s'est créé un véritable espace de parole comme seul un procès de droit romano-germanique peut le permettre. C'est-à-dire qu'il s'est créé quelque chose entre les avocats des victimes et les avocats des accusés, et à travers eux, entre les victimes et les accusés, il s'est créé quelque chose qui est de l'ordre du dialogue. Et je suis très heureux de ce que peut faire notre justice. J'insiste, ça n'est pas le cas de la justice de common law, qui a d'autres vertus. Mais dans la justice de common law, l'accusé ne parle jamais. C'était le cas devant les tribunaux pénaux internationaux, sauf dans les dossiers que moi, je plaidais ou je demandais à mes clients de s'exprimer, mais normalement, les avocats américains demandent à leurs clients de ne pas parler. Souvenons-nous, ceux qui ont vu les images de Dominique Strauss-Kahn à New York, il veut parler lors de sa première audience et son avocat lui appuie sur l'épaule en disant « tu te tais ». Et le procès à l'américaine, c'est uniquement un procès entre l'avocat de l'accusé et l'avocat du procureur, et c'est un espèce de match entre les deux. On ne cherche pas la vérité, on cherche à celui qui va gagner, qui va être le plus malin ou quelquefois le plus riche. Dans le procès à la française, il y a cette recherche de la manifestation de la vérité avec des juges comme Marcel Lemonde, qui était celui qui a instruit le procès Douc, qui dit « ce ne sont pas des monstres, sinon on ne pourrait pas les juger ». Et donc, il reste toujours cette part d'humanité, toujours cette part d'humanité que le juge va essayer de faire émerger au bénéfice des victimes, au bénéfice de la justice. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Je veux juste vous dire qu'il y a actuellement sur les écrans français un film Je verrai toujours vos visages, qui parle de la justice que l'on appelle, que moi j'appelle restauratrice. On l'appelle de nouveau avec un anglicisme restaurative, ça ne veut rien dire, même si ça nous vient du Canada, où les Canadiens sont très en avance sur ces questions, et c'est une très bonne chose, mais appelons-la par notre nom français, c'est-à-dire une justice restauratrice. Il y a un livre extraordinaire qui a été publié dernièrement par un de mes amis, Damien Scalia, qui est un chercheur belge. Il est allé rendre visite, rendez-vous compte, à presque tous les accusés devant le tribunal pour le Rwanda et le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, et il leur a donné une parole qu'ils n'ont pas eue au procès dans ces procédures à l'anglo-saxonne. Et c'est un livre absolument fascinant. La parole des accusés, c'est précieux. C'est à partir de là, et j'en suis convaincu, qu'on peut reconstruire.